Bon après-midi, mesdames et messieurs. Les 12 GMT, 13h à Guiders, c'est dans la région du Nord. Bienvenue à cette édition de la mi-journée sur Canada International. Au sommet Cannes 2019, que se passe-t-il au sein de la tanière des Lions indomptables du Cameroun face à la rumeur qui fait état du possible grève des 28 de SIDOF suite aux primes de participation à cette grande messe du football africain? Nos reporters Ghislain Kanga et Michel Foucault vont nous peindre dans ce journal l'ambiance au sein de la tanière quelques heures avant le départ pour l'Égypte. Et puis un sexagénaire en Konsamba est découvert mort par ses voisins. La mort de Papa Barthélemy, handicapé moteur, crée la stupeur et le désarroi parmi les populations. De forts soupçons pèsent sur l'un de ses fils. Cannes 2019, les Lions indomptables vont prendre leur vol pour le pays des pyramides cette nuit. Depuis hier soir, les informations font état de ce que les Lions préparent une grève pour manifester leur mécontentement face au montant de 20 millions comme prime de participation à eux proposer. Nos reporters Alain Ghislain Kanga et Michel Foucault se trouvent actuellement dans la tanière. Ils vont nous peindre l'ambiance qui règne tout de suite. Bonjour Alain Ghislain Kanga. Bonjour Charles, bonjour à tous. Eh bien, on est loin, mais alors très loin des informations qui annonçaient une grève des Lions indomptables dans leur tanière aujourd'hui ici à l'hôtel Montfébé de Yaoundé concernant leur prime de participation à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Eh bien, c'est plutôt des Lions joyeux que nous avons vus ici aujourd'hui. Ils se sont d'ailleurs livrés à des séances photos avec leurs fans et par la suite, ils se sont rendus dans une salle pour prendre connaissance des nouveaux règlements de la Confédération africaine de football qui seront appliqués en Égypte. Et l'autre fait à relever, c'est que Clinton Dié, Yaya Banana et les autres arboraient leur nouvelle tunique coq sportif qui a été présentée hier à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Et d'ailleurs, il est prévu un entretien avec le représentant de l'équipementier français. Le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football était également présent. Il est venu leur présenter le programme de la journée, un programme qui aurait subi des modifications. Et selon le Team Press, les Lions indomptables, après cet entretien, se rendront directement au stade annexe numéro 1 de Yaoundé pour une séance d'entraînement. Merci Ghislain Kanga. Cela nous montre que le moral est au beau fixe au sein de la tanière des Lions indomptables. Parlons maintenant de leur nouveau équipement. Le nouvel équipementier des Lions a été présenté à Yaoundé, un équipement conçu spécialement pour les hommes déclarant SIDOF pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Ghislain Kanga, Michel Foucault pour plus de détails. Voici la grande attraction ce jour à l'hôtel Hilton de Yaoundé. La nouvelle tunique des Lions indomptables a dévoilé ses atours avec une déclinaison vert-rouge et jaune-vert. Un maillot conçu spécialement pour la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 par l'équipementier français, le coq sportif. Les Lions indomptables arriveront dans le pays des pharaons habillés par le coq sportif, ainsi que nous l'avions promis et annoncé. C'est l'occasion pour moi de remercier les dirigeants du coq sportif qui, malgré les délais très courts et diverses contraintes de conception et de fabrication des équipements, ont tenu parole en fournissant à nos deux sélections phares engagées en compétition internationale des équipements de qualité selon un planning convenu. Le représentant de la marque française a rassuré la même implication pour les sélections inférieures. Je dois, quand on équipe une fédération, de couvrir la totalité des régions. De ne pas se permettre d'équiper uniquement une ou deux sections. Même si c'est des sections élites, il faut savoir que les jeunes de 17 ans, c'est aussi le futur de demain pour tout le monde. Donc c'est bien que tout soit couvert, et pas uniquement que les élites. Comme en 1986, c'est en terre égyptienne que les Lions indomptables arborant pour la première fois le maillot de l'équipementier français.
Les Lions indomptables, eux, sont prêts, les équipements aussi, mais seulement rendu à quelques heures du coup d'envoi de la CAN Égypte 2019, l'effervescence autour des gadgets tarde à se faire ressentir. Les fan-clubs, eux, sont loin d'être visibles. Une ambiance de désintérêt signée dans ce reportage de Patrick Ngwanya et William Nebou. Thomas Dingon est vendeur de maillots au boulevard de la Liberté à Douala. À quelques heures du début de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, l'ambiance est morose au marché des maillots et gadgets de football. La vente des maillots en tant que telle, généralement par les jours antérieurs, les maillots s'achetaient. Bon, aujourd'hui, avec la crise que nous passons, les gens n'ont même pas le temps de savoir s'il y a CAN ou pas, parce qu'en fait, vous-même vous constatez, voilà, les maillots c'est plein, là, il n'y a même pas de clients. Au niveau maillot de course sportive, là, bon, on peut apprécier, bon, ce n'est que ça qu'on peut apprécier, il n'y a pas d'eux. Si avait deux, on pouvait savoir, mais il n'y a que ça qu'on nous a amené, c'est bon. Cet autre commerçant espère néanmoins que la situation va s'améliorer. On espère que peut-être d'ici quelques jours, et surtout si les Lions gagnent les premiers matchs, il y aura l'affluence. Quant au parcours des Lions indomptables au cours de la compétition, les fanatiques pronostiquent d'ores déjà pour un triomphe en faveur du Cameroun le soir du 19 juillet prochain. Nous avons gagné la dernière fois. Cette fois-ci, à la première match, nous gagnons par 2-0 à 100%. Je suis conscient qu'on va remporter la 6e coupe. À 100%, je suis conscient. Oui, on veut retrouver l'Égypte en finale et gagner encore pour la 6e fois. Les Lions, ils ont une bonne équipe. Je crois qu'on va aller jusqu'en finale. Hors antenne, certains vendeurs reconnaissent commercialiser les maillots et gadgets issus de la contrefaçon. Ici, les prix varient entre 5 000 et 10 000 francs CFA. Les fan zones et les lieux de rassemblement des mordus de football restent encore inexistants dans la ville de Douala. Au-delà de ces informations liées à la CAN Égypte 2019, nous poursuivons toujours avec le sport avec ce geste de cœur de Christian Bassogok aux enseignements secondaires. L'attaquant des Lions indomptables vient de remettre un chèque de 20 millions de francs CFA à la faveur des élèves du lycée agricole de Yabassi dans la région du littoral. La cérémonie relative a eu lieu au Hilton Hotel à Yaoundé en présence du ministre de tutelle et des autres membres du gouvernement. Je vous propose de l'écouter au micro de Michel Foucault. Baissez la lumière. I don't think I heard your applause. 20 million. Poursuivons cette édition d'Amis Jeunesse Canada International, toujours avec le sport et parlons de la 14e édition de la finale nationale de la FENASCO Ligue B. La compétition a été officiellement lancée mardi 18 juin par le ministre de l'Éducation de base. Il était entouré de plusieurs membres du gouvernement. La cérémonie d'ouverture au stade Lamido Yaya Dairou s'est déroulée en présence de tous ses hôtes. La phase protocolaire, olympique et culturelle était au menu. Dans son discours, Laurent Sergitou Dingwa a invité les athlètes, encadreurs et officiels à faire preuve de fair play tout au long de cette compétition. Poursuivons ce journal avec l'élément sur Konsamba où l'on a fait la découverte macabre de ce handicapé moteur sexagénaire dont les soupçons de son meurtre pèsent sur l'un de ses fils. C'est un reportage signé d'Emmanuel Gomba. Une veuve éplorée et tout un voisinage outré. Nous sommes à Konsamba 1er. Le corps sans vie du dénommé Barthélémy Tala a été retrouvé dans une mare de sang. Sur le corps de la victime, des traces profondes laissées par un objet tranchant. Une machette, selon les populations, qui accuse le fils de la victime. Certains riverains affirment que ce dernier, connu pour son addiction à la drogue, s'en serait pris à son père pour la somme de 800 francs CFA. Il savait que son papa était à la victime.
peut-être il a acheté quelque chose. Il semblerait que les 800 qu'on veut rembourser, c'est ça que peut-être l'enfant voulait prendre vraiment la sortie. Parce que la maman était pas là. Et son grand frère n'était pas là. L'épouse Véronique est inconsolable. Elle qui, de retour de son voyage, a trouvé son époux dans cet état. Le corps a été conduit à la morgue. Sur le site, le procureur et les forces de l'ordre ont promis de mettre la lumière sur cette affaire. À Yaoundé, le commissariat de sécurité publique du 6e arrondissement de la ville découvre un réseau de fabrication de faux papiers. D'après le commissaire, le suspect a été immédiatement arrêté alors qu'il s'apprêtait à livrer une grosse commande. Plus de détails avec Sorel Mbo et Hubert Noutier. La découverte d'un laboratoire spécialisé dans le faux au quartier Konbon à Yaoundé par les forces de l'ordre. Des faux cachets de toutes les autorités administratives, des cachets de banques et autres sont l'œuvre de celui que nous identifions comme Roland N, commerçant et agriculteur. D'après la police du 6e arrondissement de la ville de Yaoundé, le suspect a été arrêté au lieu-dit abattoir au quartier Etoudi. Nous sommes descendus sur les lieux où on a pu l'interpeller, ayant à sa possession 2 fausses cartes grises, 3 fausses attestations de reçu du BEPC, des fausses cartes de contribuables, des faux bordereaux de versement dans un établissement bancaire de la place. Une commande qu'il s'apprêtait certainement à livrer à ses clients. Incarcéré au commissariat du 6e arrondissement, selon la police, Roland N est recherché depuis quelque temps. Bien fourni en équipement, notamment un ordinateur portable, une imprimante, le suspect nie les faits et déclare ne pas être le propriétaire du matériel découvert. Mais il affirme avoir conçu les documents qu'il tenait en main lors de son arrestation. J'étais juste le gardien. Il utilisait ça pour faire certains documents. En fait, avant de partir, il m'avait laissé certains contacts. Donc, et ce qu'il pouvait utiliser, il pouvait utiliser, mais pas tout. Selon le commissaire, une enquête se poursuivra pour dévoiler les différents complices de ce manège. Opération de cambriolage, d'arnaque et de vol de moto en série dans la ville de Bafoussam. Un réseau de présumés malfrats démantelé et selon les fins lignées de la police, le réseau serait impliqué dans des actions qui nuisent à la santé et à la sécurité des personnes et des biens. Reportage signé Walter Bertrand et Dimitri Kuita. Un public surchauffé constitué des conducteurs de moto prêts à en découdre avec leurs bourreaux. Nous sommes à l'esplanade de la brigade de gendarmerie de Djalinsin par Bafoussam lors de la présentation des présumés malfrats interpellés dans plusieurs opérations. Des cambrioleurs des maisons avaient leur butin, un autre groupe spécialisé dans les attaques à main armée à Banjul, mais résidant à Bafoussam, surtout les voleurs de moto. Ces derniers a sémé la terreur dans Bafoussam 2 et ses environs. Nous faisions la perquisition sur trousseau de clés. Et après avoir investigué, il ressort que c'est le fruit de plusieurs vols de motos rassemblés. Ces motos sont donc démontées et les pièces d'une moto qu'on remet dans une autre, ainsi de suite, pour jouer à la diversion. Comme ça, la moto saisie, le propriétaire ne pourra plus reconnaître la moto. Donc on a retrouvé des numéros de châssis qui ne correspondaient pas à la moto en question dès le départ. Plusieurs parmi eux sont des repris de justice, moyenne d'âge 24 ans. Les effets récupérés ont été abandonnés lors du partage du butin. Le cas auquel nous assistons aujourd'hui est le fruit d'une synergie d'action entre les comités de vigilance, les forces de sécurité et les autorités administratives. C'est l'occasion donc pour moi de saluer le travail effectué par le comité de vigilance sur le terrain. La brigade de gendarmerie de Djalinsin, fief réputé dangereux, ne compte que 2 gendarmes. Alors maintenant, voir l'état de la route qui conduit à Kumbo, c'est la nationale numéro 11, déjà très impraticable. Les populations des départements de Mbui, de Ndonga, Malioum parviennent difficilement à se mouvoir et le cri d'alerte est lancé dans ce reportage signé Yvonne Katiken.
La nationale numéro 11 qui conduit au département de Mbui est impraticable. Les arbres qui se sont écroulés depuis rendent difficile la traversée des piétons et impossible les automobilistes. Georges Kwa est évêque de Kumbo. Il doit parcourir des kilomètres au quotidien pour porter l'évangile aux habitants des villages voisins et c'est ainsi depuis le début de la crise anglophone. Depuis septembre 2018, les enfants habitant le département de la Ndonga Mantoum ont bravé toutes les interdictions pour aller à l'école. Les élèves empruntaient ainsi cet axe devenu impraticable. Ils devraient quitter Kumbo, emprunter le département de Makbe vers Fumban ou prendre par le département de Bello, arriver à Bamenda avant de redescendre à Kumbo. Un axe tout de même risqué qui a pendant longtemps était le champ de bataille entre les séparatistes et l'armée régulière. Les plaintes sont donc nombreuses. Depuis quelque temps, les habitants de Kumbo sont inquiets et poussent donc ce cri d'alarme pour que l'État leur vienne en aide et trouve une solution pour réaménager la nationale numéro 11. Réflexion autour d'un projet d'envergure, les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1, section Mora d'Abanga Kousseri, exécutée par le génie militaire. Là-bas, les travaux ont besoin de plus de sécurité et la commission en charge, réunie autour de son président, cherche un plan stratégique collégial à adopter. C'est un reportage signé Anongefak, Serge Alain Zebou. Coro matin, pour un conclave sécuritaire, 2 ministres en tête de cette commission réunie au ministère de la Défense. Problématique au centre des échanges, le suivi sécuritaire du projet de réhabilitation de la route nationale numéro 1, section Mora d'Abanga Kousseri. Le génie militaire tient la perche des travaux sur le terrain. Mais la résurgence des attaques de Boko Haram dans la région de l'extrême nord appelle à une réponse conséquente. Sur le linéaire des travaux, le tronçon le plus visé, ayant subi le plus d'assaut, va de Makdeme à 5 km de Mora à Kangarwa, 38 km après Mora. Il nous revient de réfléchir et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace à l'organe d'exécution du projet dans son action. C'est la deuxième session de cette commission présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, après la première session tenue il y a 6 mois. Autour de la table, les différents intervenants de la chaîne sécuritaire au niveau régional, national et local, à mutualisation d'idées pour une mesure stratégique en vue de garantir la poursuite harmonieuse des travaux. En Ngaoundéré, le stationnement divise les mototaximens et la communauté urbaine. Et pour manifester leur ras-le-bol, les mototaximens ont envahi les artères de la ville, une mesure qui arrive alors que ceux-ci ont vu leur activité perturbée par l'arrêt de la circulation des 20 heures. Reportage signé Eringele. Du grabuge en cette mi-journée de mercredi au lieu du carrefour Texaco en Ngaoundéré. Les mototaximens de la ville ont déposé leur bécane le temps d'imposer un blocus sur la route. Motif. On nous demande maintenant le stationnement, de payer le stationnement. Regardez la route de gare marchandise. Ça a tué combien de l'attaquant? Il commence à dire qu'on paye le stationnement. Nous-mêmes, on ne sait pas c'est quoi on appelle même le stationnement. La taxe n'est plus payée depuis 3 ans au moins. Sa valeur est de 3 000 francs l'an, à raison de 750 francs CFA le trimestre, soit 20% attribués au FECOM et 80% à la communauté urbaine. Multiplié par près de 15 000 mototaximens régulièrement inscrits dans les syndicats dédiés, une cagnotte importante que la communauté urbaine veut aujourd'hui encaisser. Moi, responsable du syndicat, je l'ai appris avant-hier. Je n'ai même pas eu le temps de sensibiliser ces conducteurs de moto. Même le camion paye 1500, 2000, mais nous, on nous demande à payer 3000. Il ne nous a pas prévenu qu'on doit payer le matin qu'ils ont sorti pour arrêter la moto. Certains s'en prennent même à leur syndicat qu'ils renient. Normalement, notre syndicat, c'est notre avocat. C'est notre avocat, mais il ne nous défend pas. Il ne nous défend pas. Il est avec le gouvernement. Mais moi, j'ai été aussi surpris parce que je n'ai pas eu ce de service. Un tour ici montre même que nombreux parmi les grévistes se sont déjà acquittés en partie ou en totalité. Descendus sur les lieux aux côtés du délégué du gouvernement,
Le préfet de la ville a toutefois suspendu cette décision. La mesure est suspendue. Satisfait de ce côté-là, c'est enfin sur la mesure du gouverneur de la Damawa qu'ils ont déversé leur bile. On nous a dit de garer 20 heures, on a garé. Alors on nous menace encore. Pourquoi? Nous sommes les moutons. Intéressons-nous maintenant à l'agriculture, ce secteur générateur de ressources qui peine véritablement à décoller au Cameroun. Un système de production adapté aux réalités locales pourrait inverser la tendance. C'est ce qu'a démontré le docteur Anne Degrande, représentant résident ICRAF Cameroun, lors de la conférence donnée hier au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Plus de précisions avec Karemeza Tchachoya et Constant Kanga. L'agriculture est un secteur porteur pour la croissance économique du Cameroun. Il génère également des emplois. Seulement, il y a un grand besoin en ce qui concerne la transformation des produits issus de la terre. Pour inverser la tendance, les pays en quête d'émergence comme le nôtre, qui souhaitent surtout améliorer les conditions de travail des populations, surtout celles rurales, devraient adopter un modèle agricole plus adapté aux besoins et un mécanisme basé sur les organisations communautaires. C'est ce que pense le docteur Anne Degrande, représentant résident ICRAF Cameroun. Face aux chercheurs camerounais à Yaoundé, elle présente les bons points de sa théorie. Le modèle que je venais de présenter est basé sur les organisations de base et utilise les connaissances locales et aussi les capacités qui existent en milieu rural pour renforcer les capacités des agriculteurs eux-mêmes pour qu'ils puissent aussi aider leurs pairs à faire une meilleure agriculture et adopter des nouvelles technologies. C'est à l'occasion de l'animation scientifique organisée dans le cadre du mois de la recherche au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Les échanges à bâtons rompus ont permis à la conférencière du jour de mieux éclairer la lanterne de l'assistance. Le secrétaire général du ministère en charge de la recherche, représentante du chef de ce département, a présidé la séance de travail qui a duré un peu plus de 2 heures d'horloge. Au sortir de la conférence, rendez-vous a été pris le mois prochain pour débattre sur une thématique aussi importante que celle de ce 19 juin 2019. En santé, journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, on en reparle dans ce journal. Ornée, la jeune drépanocytaire, dynamique malgré une douloureuse enfance, est pleine de vie et Lil Pidjou, Marus Kossou sont allés à sa rencontre. C'est au quartier Barcelone, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, que nous retrouvons Ornella. Cette jeune fille, aux allures de mannequin, est âgée de 21 ans, candidate au baccalauréat 2019. C'est à l'âge de 6 mois que ses parents sont informés qu'elle souffre de drépanocytose, cette production de l'hémoglobine anormale due à un gène héréditaire. Des fois, j'avais les idées. Moi, j'ai souvent les douleurs au dos. Je pars à l'hôpital 3 fois par mois. Samuel Tanefo, son père, a pris pour épouse Jeannette sans toutefois effectuer l'électrophorèse. Tu ne sais pas si tu es drépano ou pas. Non, je ne savais pas. Depuis cet instant, Ornella a passé son enfance entre douleurs, transfusion sanguine après anémie chronique, hospitalisation. Même quand j'étais petite, je ne jouais pas trop et tout, puisque j'étais très malade. Ornella a eu la chance de tomber sur des personnes généreuses et associations de drépanocytaires qui lui apportent affection et solidarité. Au fait, quand j'ai rencontré la DRECAF, j'ai eu espoir, puisque avec elle, avec Mémie Rosine, elle m'a redonné espoir. J'ai attiré un autre amour avec elle. Pour sa famille, la voir debout à cet âge et pleine de vie est un miracle de Dieu après des années pas du tout faciles. De 6 mois jusqu'à 12 ans, ça a été un grand calvaire pour moi. Puisqu'en 1 an, on a été hospitalisé 3-4 fois. La drépanocytose n'est pas une fatalité. C'est une jeune fille pleine de rêves d'avenir que nous avons laissée à Barcelone et qui espère bénéficier davantage d'une meilleure prise en charge. Intéressons-nous maintenant aux nouvelles à l'étranger et faisons un tour dans les prisons chinoises à Pékin où les musulmans sont incarcérés juste
pour le seul motif de leur appartenance religieuse. La suite, c'est avec nos confrères de BBC. De longues années durant, la Chine ne voulait pas l'admettre. La détention de centaines de milliers de musulmans dans de gigantesques centres sécurisés comme celui-ci. Mais désormais, Pékin ne trouve plus d'inconvénient à ouvrir les portes de certains de ces centres pour des visites guidées. Et le message est simple, ces personnes ne sont pas des prisonniers, mais des étudiants qui ont volontairement opté de se soumettre à un lavage de cerveau. Mais est-ce bien le choix de tous ici? Réponse de ces détenus, oui, j'ai été touché par l'extrémisme et je suis venu ici pour me refaire les idées. Cet entretien est strictement supervisé. Et c'est ici que les musulmans du Xinjiang, des Ouïghours et des Kazakhstans et d'autres minorités viennent se faire réformer les idées. C'est à travers un apprentissage mécanique et par cœur de la langue chinoise et une découverte des lois limitant la liberté de culte. Il s'agit d'abandonner son attachement à sa foi pour embrasser le culte de l'État, professer son amour pour le Parti communiste chinois, comme l'a écrit cet homme ici. Mais peut-on désigner par autre nom que prison un endroit où des gens sont internés et dont ils ne peuvent partir sans permission? Réponse de ce responsable du centre. Je ne sais pas ce que vous entendez par prison. C'est en effet ici un centre de formation. Au cours des dernières années, le Xinjiang a accueilli un vaste réseau de camps d'internement. Mais dans les endroits où l'équipe de la BBC s'est rendue, les clôtures de sécurité intérieure et ce qui ressemble à des miradors ont été démantelés et les cours d'entraînement ont été transformés en installations sportives. Ce qui laisse soupçonner que les autorités ne montrent que ce qu'elles veulent faire voir. Rakim Assambey, qui vit maintenant au Kazakhstan, dit qu'elle a été arrêtée simplement pour avoir installé WhatsApp sur son téléphone. Elle dit avoir subi violence et mauvais traitements pendant plus d'1 an dans plusieurs camps chinois, dont celui-ci. Selon elle, les scènes de joie lors des visites de journalistes ne sont que du théâtre, de la mise en scène. J'en ai fait l'expérience moi-même, dit-elle. On nous a dit avant la visite, si l'un de vous parle, eh bien, vous irez dans un endroit pire que celui-ci. C'est pourquoi tout le monde fait ce qu'on lui dit, y compris danser et chanter. On se demande alors ce que les officiels ont pu demander à ces détenus en prélude à la visite de notre équipe. Ce qui est sûr, ils n'ont été reconnus coupables d'aucun crime. Ils n'ont fait l'objet d'aucun procès. Mais la Chine pense désormais pouvoir déterminer leur culpabilité à l'avance. C'est ce que soutient Zheng Sheng, officiel du gouvernorat de Xinjiang. Certaines personnes, dit-il, avant de commettre un crime, montrent déjà qu'elles en sont capables. Devrions-nous attendre qu'elles commettent un crime ou l'empêcher bien avant? Que dire alors des témoignages de détenus qui ont confié à la BBC avoir subi la torture, le surpeuplement et la séparation d'avec leur famille? Ce ne sont pas des questions aussi importantes, dit ce chargé de la propagande. L'essentiel est de repérer ces personnes susceptibles de virer au crime et de les ramener en société. Ce sont alors des pré-criminels, si vous voulez, et leur sort, porter des uniformes et dormir jusqu'à 10 personnes dans une chambre avec toilette commune, sans savoir combien de mois ou d'années ils devront y rester. Notre équipe a essayé de filmer d'autres camps dont les barbelés de sécurité sont toujours en place. Et les installations fortifiées ressemblent beaucoup moins à des écoles. Et bien entendu, l'intrusion de la caméra était indésirable ici. Notre équipe est repartie à la tombée de la nuit. Et dès dehors, elle pouvait entendre le brouhaha de ces hommes en pleine séance de transformation, la transformation de leur façon de voir, leur façon de penser. C'est avec ces informations à l'étranger que nous fermons ce journal de la mi-journée sur Canada International. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.